Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bonjour, bienvenue à notre 24e épisode du balado des femmes comme vous. Alors bonjour Vicky. Bonjour Carole. En forme pour attaquer ce sujet-là? Oui. Aujourd'hui, oui, hein? en pleine forme. On doit être en forme, oui, absolument. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui touche près de 8 millions de Canadiens. Donc, ça veut dire à peu près près de 20 de la population canadienne, puis autrement dit, une personne sur 5. Et ce pourcentage-là augmente de 30 à 35-40 pour les gens 65 ans et plus. Et Vicky et moi, on s'est dit, bien, c'est un sujet qui touche beaucoup de notre auditoire, alors ça sera un bon sujet pour eux. Et on parle de douleurs chroniques. Puis pour en discuter, bien, nous avons deux dames qui travaillent quotidiennement auprès des gens, là, justement, qui sont aux prises avec ce type de douleur-là. Alors, bonjour Andrea et bonjour. Claudia. Bienvenue. Bonjour. Merci Bienvenue de au l'invitation. On Ça est très va? heureuse de vous accueillir, vraiment. Oui, vous allez bien? Oui, ça va bon, bien, grosse journée aujourd'hui à la clinique. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours. On se tutoie? Oui. Là, je pense que j'aurai besoin de mes notes parce que vous avez quand même un parcours assez... Les notes et les lunettes. Oui, c'est ça, avec les lunettes. Alors, Andrea, je vais commencer avec toi. Alors, médecin fondateur et médecin en chef de Douleurs Médiques, hein, une clinique spécialisée, une clinique privée, disons-le, spécialisée, qui offre une prise en charge pour la gestion de la douleur chronique. C'est bien ça? C'est bien ça. Anesthésiste spécialisé en gestion de la douleur chronique et en cannabis médical, diplômé de l'Université de Sherbrooke, pratique médicale au Nouveau-Brunswick de 2015 à 2019, où tu as complété ta spécialisation en douleur chronique et en cannabis médical. Également, médecin fondateur de la première clinique de douleur multidisciplinaire au Nouveau-Brunswick, à l'hôpital Bathurst. De Bathurst, oui, c'est ça. Médecin en santé et sécurité au travail, médecin conseil en invalidité. Et il y a des grosses journées, des grosses semaines. C'est beaucoup, là, beaucoup de chapeaux. Ouais, beaucoup pour une seule personne. Et tu tenais à ce qu'on le précise, authentique, passionné de la gestion de la douleur chronique. On aime ça. Oui, on aime ça. On a eu un petit aperçu. Je pense que c'est vrai. Oui, tout vraiment. à fait, tout à fait. C'est pas juste des mots, c'est une vérité. Et toi, Claudia, bonjour. Bonjour. Alors, toi aussi, toi, tu es infirmière en chef de la même clinique, quand vous travaillez ensemble, infirmière depuis plus de 25 ans, détentrice d'un certificat de l'Université de Montréal en milieu clinique et d'un diplôme en évaluation et en gestion de la douleur de l'Université de Sherbrooke. Oui. À date, ça va? Oui. Massothérapeute agréée depuis 2011 avec certaines spécialisations, thérapeute spécialisée en lymphœdème. Oui. Alors ça, il faudra peut-être m'expliquer c'est quoi, je ne connais pas. Puis tu as exercé ton métier aussi dans différents milieux, en pharmacie, en cardiologie, en médecine ambulatoire et ainsi qu'en recherche clinique. Oui. Puis, chanceuse, tu as travaillé 10 ans en Suisse. Travailler, Oui. à l'étranger. Et tu es revenue. C'est Oui. bien. Une chance. Oui, pour le grand bénéfice. Les deux, d'ailleurs. Pour le grand bénéfice de la population ici, là. Alors, puis toi aussi, tu tenais à préciser que tu crois à la santé globale et naturelle. Alors, quand on lit vos biographies, là, en résumé, alors, on n'a pas de doute qu'on a les bonnes personnes pour traiter du sujet d'aujourd'hui. Hein? Je pense qu'on ne peut pas douter de vos compétences. Absolument. Je parle de douleur clinique depuis tantôt, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par douleur clinique? Chronique. Chronique. Quel lapsus! Dans la clinique. Chronique clinique, oui. Quel lapsus! Oui. Alors, quand même, hein, il y a un certain lien, oui. C'est une super bonne question parce que, tu sais, la douleur chronique, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, là, ça touche tellement de gens, mais malheureusement, elle est encore mal comprise. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment très excités. On ne pouvait pas faire passer l'occasion là, de venir vous jaser de notre passion là, commune. Là. Mais une douleur chronique, en fait, a plusieurs définitions. Là, mais si on, littéralement, quand on regarde, bien, la première section de douleur, c'est quoi? En fait, c'est une sensation que le corps perçoit d'une lésion ou une peut-être lésion. Donc, c'est pas nécessairement une blessure automatique. Puis, il y a vraiment il y a un grand parallèle avec l'émotion que la personne ressent quand elle ressent de la douleur.
Quand on parle de douleur chronique, mais ça, c'est une douleur qui persiste ou qui est récurrente là, depuis plus que 3 à 6 mois. OK. Dans la littérature, on va parler plus de 3 mois, mais dans le système actuel, malheureusement, des fois, ça peut prendre 3 mois d'avoir accès à un médecin, d'avoir les investigations de départ. Donc, pour ça que moi, j'élargis ça plutôt à 6 mois. C'est une douleur qui n'a pas de rôle de protection. Parce que quand on se brûle, ben il y a une protection là-dessus. Il y a un réflexe quand même, la douleur, oui. Pour ne pas se faire mal, se blesser. Mais une douleur qui persiste là, au-delà de 3 à 6 mois. Puis l'autre définition aussi, l'autre critère, c'est qu'il n'y a plus de blessure physique non plus. OK. Ça a dépassé le temps normal de guérison de nos tissus. Donc, quelqu'un, par exemple, il se foule une cheville, ça prend 4 à 6 semaines à guérir. Donc, si une douleur de cheville persiste plus que le temps normal de guérison de son entorse, ça peut c'est dans la définition d'une douleur chronique. Tu parlais de lésion, tu parlais de lésion, c'est une lésion de la peau, ça peut être la lésion d'un organe, ça peut être interne, externe? Il y a plus, ça c'est une bonne question parce que ça vient aussi entrecouper les différents types de douleurs. Okay. Mais quand que je parle lésion, c'est une blessure, que ça soit musculaire, ligamentaire, nerveuse. C'est sûr que les organes aussi, des fois, peuvent créer de la douleur chronique, mais c'est une douleur plus viscérale, c'est plus rare, je vous dirais, parce qu'habituellement, on intervient. On a une douleur quand on a un appendicite. Donc, il y a une intervention qui se fait assez rapidement, exactement. Là. Quand ça touche les organes, c'est peut-être plus facile à trouver comme problématique. Comme exactement. La nature de la douleur, en fait. Oui, puis il y a moins d'incidence à se chroniciser, donc devenir une douleur chronique. Habituellement, il y a un but de protection, on trouve c'est quoi le problème, on le répare, la douleur part. Donc, c'est pas toujours relié, en fait, à une maladie en soi, mais il y a des maladies qui donnent des douleurs chroniques, puis il y a donc, je comprends, des blessures. Oui. Dans le fond, il y a certaines, oui, c'est une bonne question, des maladies neuromusculaires, comme par exemple, le Parkinson, pour dire quelque chose. Oui. Mais c'est sûr, les rigidités musculaires, à la longue, ça va provoquer des douleurs chroniques. On parle à ce moment-là de l'arthrose? L'arthrose aussi. Oui. Ça tombe dans les douleurs mécaniques. Okay. Donc, une tendinite chronique, de l'arthrose, plus qui est dans le mécanisme de dans notre corps. Puis sinon, il peut y avoir des douleurs neurologiques, ou ce que là, comme des maladies comme la fibromyalgie, qui est encore méconnue, mais de plus en plus, par exemple. Certaines dystrophies, probablement aussi. Dystrophie musculaire, effectivement, d'où... par la rigidité, justement, par les atrophies là, musculaires, ça va donc, ça va couvre vraiment large, franchement, le spectre. Là, oui, c'est n'importe quelle douleur qui persiste. Est vraiment large. Puis c'est pas étonnant, quand je mentionnais la statistique tantôt du départ, c'est que ça touche encore plus les gens de 65 ans et plus, parce qu'en vieillissant, évidemment, notre corps est plus meurtri, avec plus de... Hein? J'aimerais ça faire une parenthèse sur l'arthrose. C'est un grand sujet, là, mais c'est pas parce qu'on a de l'arthrose qu'on va nécessairement avoir de la douleur. Donc, moi, j'ai de l'arthrose dans mes doigts, je suis massothérapeute, puis je fais de l'escalade, puis j'ai pas de douleur. Mais j'ai dû faire une radiographie de ma main parce que je me suis blessée, puis ils ont vu regarder. Puis le diagnostic d'arthrose, il est sorti dans mes rayons X. Fait que l'arthrose n'est pas toujours... Égale pas toujours douleur. Mais donc, quand les gens vont faire un rayon X, ils vont voir qu'ils ont de l'arthrose, puis ils vont dire « Ah, ben c'est normal que j'ai mal parce que j'ai de l'arthrose. » Fait que là, il faut tout démystifier ça. Tu touches un point, parce que moi, je fais de l'arthrose et j'ai des douleurs. Moi, j'ai mal quotidiennement. Oui, mais on peut faire des choses pour cette douleur. Fait que c'est pas parce qu'on a de l'arthrose qu'on dit, ben on fait plus rien. Il y a des choses à faire pour enlever la douleur si on a... Parce que souvent, c'est ce qu'on nous dit aussi, hein, c'est vous faites de l'arthrose, c'est tout. Oui, ben c'est ça. C'est normal de faire de l'arthrose. C'est ça. Non, l'arthrose, c'est un mécanisme naturel du vieillissement, parce qu'un peu, on dit oui, c'est plus fréquent. Oui, mais pourquoi? Ben parce que l'espérance de vie, elle a augmenté. On a des meilleurs soins de santé de base, mais malheureusement, on oublie la facette de qu'est-ce que ça entraîne, l'humain qui est vieillissant, là, qui est rendu à 80, 90 ans, ou même avant. Là. Mais justement, faut pas banaliser. C'est probablement, soit tu me devances ou ça fait partie du sujet, mais j'allais te demander, est-ce que les douleurs chroniques, est-ce qu'il y en a plus qu'auparavant? Puis si oui, est-ce que c'est lié à notre mode de vie ou c'est lié justement au vieillissement de la population? Puis c'est multifactoriel.
sais, comme par exemple l'arthrose, comme là, on mentionne l'arthrose, souvent les patients comme ça, « Oh mon Dieu, on m'a dit qu'on fait de l'arthrose. » Oui, mais là, je prends quand même le temps d'expliquer que c'est pas l'arthrose qui fait mal, mais c'est l'inflammation qui est générée autour de l'arthrose. Fait que cette inflammation-là qui est générée peut dépendre de plein de facteurs. Oui, notre mode de vie, notre alimentation, notre sommeil, notre condition physique. Donc, si les ligaments, les muscles qui soutiennent une articulation sont faibles, atrophiés, il va y avoir plus de frottement, plus d'inflammation au niveau de l'articulation. Donc, même le surpoids dans une articulation très important, parce que souvent, les patients ils vont dire « Ouais, j'ai de l'arthrose du genou, puis on m'a dit, ben t'as juste à perdre du poids. » Oui, mais c'est pas si facile. Tu sais, à un moment donné, il faut faire le premier pas, parce que c'est un cercle vicieux, là. Parce que plus qu'on a de douleur, moins qu'on bouge, parce que c'est comme un réflexe de « j'ai mal, je bouge pas », mais c'est la pire chose à faire, en fait, parce que quand on bouge pas, on atrophie plus nos ligaments, nos muscles, on a plus tendance à se blesser, donc il y a plus d'inflammation, puis ensuite, ça va affecter notre sommeil, notre humeur, et ainsi de suite, là, parce que quand on est anxieux, ben on va ressentir plus de douleur. Le cercle vicieux de la douleur. Le cercle vicieux de la douleur. Le fameux cercle vicieux de la douleur. Et quand les gens arrivent dans votre clinique, vous faites une évaluation, bien sûr, mais donc ils arrivent parce qu'ils ont mal, évidemment, depuis longtemps, on sait la prémisse. Comment vous faites pour évaluer le niveau de douleur? Parce que ça, c'est un sujet sensible quand même. Est-ce que tu as vraiment mal? Est-ce que ça fait si mal que ça? Souvent, on se fait dire, ben t'as mal, mais tu sais, on endure. Des fois, sur une échelle de 1 à 10, oui, des fois, c'est notre propre jugement. C'est difficile à dire. Mais souvent, c'est notre propre jugement. Il y a des gens qui sont plus... D'où la définition de la douleur. Hein. C'est quelque chose d'émotionnel, personnel. J'aimerais ça que vous nous parliez de ça. Comment vous évaluez ça? Mais des fois aussi, c'est de voir sur l'échelle de 10, parce que moi, quand je vais poser la question, les gens vont me dire 10 sur 10. Ouais. Mais c'est qu'ils sont vraiment tannés d'avoir mal, puis ils n'en peuvent plus. Ouais. Mais ils sont quand même encore capables de lire, de se concentrer, de faire des choses. Fait qu'on dit 10 sur 10, là, c'est que tu t'en vas à l'hôpital, puis tu n'es plus capable de rien faire. Fait qu'on va les guider dans notre échelle de douleur en disant, ben à 9 sur 10, ben t'es chez toi, t'es couché, t'es plus capable de rien faire. Fait qu'on va faire une échelle comme ça. Fait que si t'es capable encore de lire, de te concentrer, de faire des choses, bien, ta douleur, elle va se situer peut-être à 6-7 sur 10. Donc, vous avez des repères concrets, parce que c'est difficile, je trouve, d'évaluer ça comme patient, de dire, c'est-tu 5, c'est-tu 6? Parce qu'on se pose souvent cette question-là, mais en tout cas, moi, les médecins que j'ai qui m'ont posé la question dans toute ma vie, jamais ils m'ont donné des paramètres, là. C'est difficile d'évaluer, puis c'est très subjectif. Qu'est-ce qui est 5 pour un, 5 pour l'autre, là, c'est... Puis après, il y a l'aspect désagréable de la douleur, parce qu'une douleur à 2 sur 10, qui n'est pas très intense, elle peut être désagréable à 10 sur 10 parce qu'on est tanné d'avoir mal. Fait que souvent, il faut expliquer la différence aux patients, de dire, mais ça se peut que la douleur, elle diminue en intensité. Puis ce qu'on veut, c'est qu'elle ne soit plus désagréable, que tu sois capable de faire tes choses au quotidien. Fait que des fois, on va pas être capable de faire disparaître la douleur complètement, mais on va faire en sorte que, même si la douleur est là, on est capable de retourner travailler. On est capable de faire notre quotidien, de marcher un peu plus longtemps, de rester en debout plus longtemps. Et de la ressentir moins? Oui, en fait, dans les lignes directrices là, pour la gestion de la douleur, on nous dit souvent qu'une douleur qui est contrôlée à moins que 3-4 sur 10, ça devient un bon contrôle de la douleur. Mais comme Claudia disait, quelqu'un qui a 3-4 sur 10, mais qui l'affecte beaucoup au quotidien, qui n'est pas capable d'aller justement aller à tous les jeudis faire sa partie de bowling, même si elle n'est pas très intense, est très invalidante. Ça vient créer beaucoup de détresse. Donc, un patient qui nous répond « moi, j'ai 12 sur 10 de douleur », on ne va jamais le contredire, même que ça va refléter, comme Claudia disait, un peu l'impact. Puis moi, je dis plus la détresse du patient qui est reliée avec la douleur. Oui, parce qu'il y a ça, sur le plan mental, la détresse, l'anxiété, ce que ça peut créer comme... de le tolérer à long terme, j'imagine, ça l'affecte. Quotidiennement, là, c'est qu'à un moment donné, ça l'empoisonne ta vie. Là. Moi, c'est juste un doigt, là, puis... On n'arrête pas d'en parler. C'est comme une roche dans un soulier. Mais c'est vraiment ça, c'est de comprendre. Elle est coquine, hein?
Mais c'est comme une roche dans un soulier, tu sais. Ben oui. Ça fait pas tant mal, mais quand il est longue, tout le temps là, ça vient, puis ouais. ça stimule le système nerveux. Ouais. Puis qu'est-ce qui ressent la douleur? Bien, le système nerveux. Fait que c'est là que le cercle vicieux. C'est là qu'on parle du cercle Donc, pour vicieux, ça, quand on voit un patient en détresse, bien, il faut vraiment aller jouer sur toutes les facettes du cercle vicieux. Donc, s'il ne dort pas, faut travailler le sommeil aussi en même temps et non pas dire « je vais attendre encore 1 an avant de le soulager pour qu'il dorme bien ». Non. C'est vraiment la première chose, en fait, qu'on regarde à la clinique. Là, est-ce que notre patient dort bien? C'est dans nos premières questions, toujours là, au niveau du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire, dormir bien? C'est ça faire sa nuit comme si on était des bébés, là. Des bébés. Je me reprends, là. Dormir toute une nuit sans se réveiller. Parce qu'il y en a on peut se réveiller. Ou c'est une nuit, tu dors toute la nuit, mais tu es agité, là. Mais comme moi, je me réveille, mettons, 1 ou 2 fois par nuit, mais je me rendors facilement. Okay. Fait que mon sommeil est quand même réparateur, puis je me sens bien le matin. Là. Fait que même si on se réveille quelques fois dans la nuit, l'important, c'est de se rendormir. Donc, on va souvent demander est-ce que l'endormissement est facile? Donc, est-ce que ça prend plus que 30 minutes avant de s'endormir? Fait que les gens qui me disent, mais je m'endors à 1h du matin, c'est long, puis après ça, la douleur me réveille dans 3 heures après. Fait que là, ben, c'est là qu'on va intervenir pour que l'endormissement soit plus facile, puis que la douleur ne réveille pas. Fait que s'il se réveille parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes tel que tel, mais on veut plus que la douleur le réveille fréquemment la nuit. Fait que c'est ça qu'on veut régler. Parce que c'est quelque chose qui est connu en disant « je dors pas bien, donc je vais être moins tolérant à la douleur le lendemain. Je vais avoir plus mal parce que je suis moins tolérant, parce que je suis fatiguée. » Donc ça, j'appelle ça un lien indirect. Ça, je pense que c'est assez connu. Mais il y a vraiment un lien direct entre le sommeil non réparateur. Donc, si on n'a pas assez de sommeil de qualité, donc dans le stade profond du sommeil, ou que c'est pas assez long, donc ça va vraiment affecter aussi le niveau d'inflammation qu'on produit puis qu'on a dans le cortisol à ce moment-là. Est-ce que c'est le cortisol qui fait ça, qui devient notre Oui, bien, le cortisol, oui, donc, mais il y a vraiment quelque chose au niveau cérébral. Il y a une vieille étude, ça, j'en parle souvent avec mes patients, je prends le temps, une étude que maintenant, on ne pourrait pas reproduire à cause justement des comités d'éthique et tout ça. Ça ressemble un peu à la torture, mais c'est la seule étude, en fait, là, qu'on peut prouver qu'il y a un lien direct entre le sommeil et l'inflammation. Ils ont pris des jeunes universitaires volontaires, dans le fond, puis ils les faisaient dormir. Puis, quand que ces jeunes-là s'en allaient proche du stade profond du sommeil, parce que là, ils les monitorisaient, ils les réveillaient. Ah bon, OK. Puis, ils les suivaient, ils faisaient ça plusieurs semaines, puis ils les suivaient. Puis, la majorité de ces volontaires-là développaient des HIT. Donc, bursite, tendinite, spasme musculaire. Donc, j'ai développé ça pendant la ménopause, moi. Voilà, on va en parler aussi, mais oui, on va en parler, pour dire qu'il y a vraiment un lien direct. Moi, je prédis ça, là. Moi, je dis aux patients, mettons, ben votre foie, vos reins nettoient votre inflammation, ben votre cerveau aussi dans le stade profond. Fait que là, comme ça, il faut comprendre, OK, ça fait que c'est vraiment important d'avoir un sommeil de qualité. Écoute, ça fait juste, 15 minutes qu'on a commencé, puis j'ai déjà appris plein de choses. Alors, c'est vraiment... ça part bien, hein? Oui, ça part. Là, on a parlé tantôt qu'en vieillissant, ça augmentait. Souvent, les douleurs étaient plus fréquentes. Est-ce qu'elles sont plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes ou inversement? Et si oui, qu'est-ce qui explique ça? Moi, je soupçonne que les femmes. Peux-tu? C'est une très bonne question. Mais c'est sûr, quand on fait une recherche de la littérature scientifique, mais ce qui va ressortir, effectivement, c'est que les femmes, ils ont une plus grande incidence qui souffrent de douleurs chroniques. À mon avis, je pense que c'est un peu biaisé par divers facteurs. Donc, je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est peut-être un peu surestimé. Donc, oui, peut-être les femmes, ils ont un peu plus de douleurs chroniques, mais pas aussi grand écart qu'on le décrit, par exemple, dans la littérature, par différents, justement, là, facteurs. On parlait justement de la ménopause, donc les facteurs hormonaux, oui, ils vont jouer vraiment sur le vieillissement, sur la régulation de l'inflammation. Comme l'estrogène, c'est un anti-inflammatoire. Donc, c'est sûr que chez la femme, quand on commence à produire moins d'estrogène en périménopause puis en ménopause, bien, il y a certaines femmes qui vont avoir quand même beaucoup d'impact là, sur
sur leur douleur articulaire, musculo-squelettique. Puis l'exemple parfait, là, c'est une femme qui se fait diagnostiquer une fibromyalgie à l'âge de 60 ans. Moi, ça, je comme, ben voyons donc. On va en parler aussi de la fibromyalgie, mais je veux dire, fibromyalgie, souvent, on est avec la fibromyalgie. Ah oui? C'est bien rare qu'on l'attrape, là, ou on le développe. Ah, OK, ça se développe pas au cours de la... Ouais, mon Dieu, c'est... Ça, hein, on va défaire beaucoup de tabous, justement. Je vais dire à quel âge qu'on diagnostique ça habituellement. Justement, c'est sûr qu'il y a 50 ans, on les avait pas, ces études-là, ces données-là, là, au niveau médical sur la fibromyalgie. Avant, c'était un diagnostic poubelle. Donc, bon, quelqu'un nous consultait. Qu'est-ce que tu faisais par diagnostic poubelle? On savait pas trop quoi diagnostiquer. On faisait tous les tests, on trouve rien. Bon, ben ça doit être la fibromyalgie. On le pitch. Moi, je me souviens, j'ai connu quelqu'un qui l'a découvert il y a 25 ans, c'est ça, là. Il ne trouvait pas l'origine de sa douleur. Moi aussi, j'ai une amie qui a vécu ça. Ouais. Voilà. À 60 ans. Mais je suis tout le temps un peu surprise parce que souvent, la fibromyalgie, maintenant, on le décrit comme plus une douleur du système nerveux central. Donc, puis il peut y avoir plusieurs symptômes. Il y en a des formes plus neurologiques, fait que les gens vont plus se recevoir, mettons, au lieu de sentir que ça touche, bien, ça brûle. Au lieu de peser, mais hey, bon Dieu, ça écrase. Donc, c'est vraiment une dysfonction. Exactement, un dérèglement là, dans le système nerveux. Puis, il y en a d'autres qui vont avoir aussi plus d'inflammation dans les fascias, dans les muscles, l'enveloppe du muscle. Donc, ça, c'est vraiment prouvé là, scientifiquement. Là, il n'y a plus de preuves à faire. Puis, un peu le parcours, on le voit de plus en plus que c'est génétique, héréditaire. Oui, ça atteint plus les femmes, mais souvent, quand on remonte, là, même si le diagnostic est tardif, souvent, ça va être commencer subtilement, mais dans l'enfance. Puis, je dis souvent, bien, est-ce que vous vous retrouvez, étiez-vous un enfant qu'il y avait beaucoup de migraines, qui vous manquait beaucoup d'école parce que vous aviez mal au ventre? Donc, déjà, des petits mots qu'un mal enfant... au genre, on entend souvent ça chez les enfants aussi. On ne sait pas pourquoi, c'est peut-être pas des ça fois, non on nous dit que c'est la croissance. Oui, là, des fois, ça peut être la croissance. Il faut vérifier, vrai. en tout cas. C'est quelque chose qu'il faut investiguer. Mais souvent, c'est mal de tête, mal de ventre, ou c'est tout le temps bon, il recherche encore l'attention, là, il y a encore mal à quelque part. Oui. Bien, ça, c'est un peu le typique là, de l'enfant qui peut être atteint de fibromyalgie, mais c'est pas connu. C'est pas connu, puis quand ils sont jeunes, les symptômes sont légers, puis c'est souvent suite à un traumatisme ou un événement là, majeur qui peut être positif ou négatif, qui, là, vient intensifier le dérèglement dans le système nerveux. Puis là, les symptômes s'intensifient. Puis là, on fait le diagnostic. Mais maintenant, vu que c'est héréditaire, on peut valider, bien, as-tu des sœurs, dans la famille, est-ce qu'il y a de la fibromyalgie? Avant, on ne le demandait pas, là. Donc, c'est vraiment... Et le fait que ça soit le système nerveux, tantôt, tu as mentionné quelque chose, ça veut dire que la douleur doit être tout en plus intense, parce que tantôt, tu disais que quand ça atteint le système nerveux, là, c'est encore plus perceptible. Est-ce que j'avais bien compris? Donc, oui. Bien, de différents... Ça peut être léger, comme ça peut être très intense, la fibromyalgie. Mais souvent, c'est que ça va atteindre plusieurs sphères parce qu'ils vont avoir un dérèglement aussi du sommeil. Ils vont avoir besoin... Souvent, pas tout le temps, mais ça peut venir avec un syndrome de fatigue chronique, qui est encore là un dérèglement du système nerveux, où nos besoins en sommeil, en récupération sont plus élevés. Donc, souvent, les patients qui vont souffrir de fibromyalgie vont souvent avoir aussi le syndrome de la fatigue chronique. Donc, c'est quand même très complexe, mais il ne faut pas le minimaliser, là. Puis, malheureusement, avec la médecine traditionnelle, que j'appelle entre guillemets, bien, il arrive très peu à être soulagé parce qu'on va donner des médicaments. Mais là, les médicaments, ils ont des effets secondaires. Mais si tu es hypersensible au niveau du système nerveux, bien, tu vas en avoir plus, tu vas avoir plus sévère. Donc, les gens sont souvent pas capables de tolérer la médication. Ça se guérit pas, ça? C'est pas une... non, c'est une maladie chronique. Oui. Puis, est-ce que vous avez une idée de quel pourcentage de gens qui ont ça, là? C'est... Eh boy! C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein? C'est sûr qu'on est un peu biaisé. Mais c'est pas une question piège. Donc. Parce que ce que vous rencontrez, c'est les gens qui ont la douleur. On est biaisé parce qu'on en a beaucoup dans nos patients, surtout les patients qui viennent nous voir, mettons, en parallèle pour le cannabis médical parce qu'ils ont tout essayé, il y a rien qui fonctionne, ils ont trop d'effets secondaires ou il y a un échec. Puis avec le cannabis médical, on a des meilleurs succès qu'avec la médecine traditionnelle. Fait qu'on est un peu biaisé parce qu'on en a quand même plusieurs là, qui souffrent de fibromyalgie. Oui, parce qu'il arrive à vous, en fait. Parce que là, c'est ça, c'est comme un entonnoir là, qui arrive vers vous. Exact. Oui. Mais ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est
les hormones, tu sais, on m'a demandé les hommes, les femmes, hein, on a bifurqué, mais il y a d'autres facteurs. Pourquoi que les femmes, on dit qu'ils ont plus mal? Bien, les femmes, souvent, ils vont en parler plus, puis ils vont être plus à la recherche d'une solution. Tandis que les hommes, ils peuvent avoir la même intensité de douleur, mais par des Ils sont tough. Voilà. Question d'éducation, des préjugés. Oui, mais il y a beaucoup de croyances, l'éducation. Vous le voyez, vous le constatez avec vos patients et patientes, là? Oui, ça joue beaucoup les perceptions et ce qu'on croit, tu sais, autant au niveau des hommes, tu sais, comme tu dis, qui eux-mêmes vont se dire, on va la cacher, cette douleur, on n'en parle pas. Autant, je pense aussi, les femmes, souvent, on n'est même pas cru aussi. Tu sais, il y a ça, c'est un autre. Je te mets un autre d'ailleurs, là, ça, c'est un autre affaire. On te dit, c'est en doute à la ménopause. C'est normal. On associe beaucoup de mots à la ménopause. Oui. Moi, ce que j'aime le moins, là, c'est normal que tu ailles mal à l'âge que tu as. Oui. On entend souvent ça. Oui, puis même, j'ai déjà demandé à une patiente, c'est quoi tes attentes, tu sais? Elle dit, tu réussiras jamais à enlever ma douleur parce que j'ai 60 ans, puis c'est normal que j'aille mal au dos. Fait que mais pourquoi vous venez me voir? C'est une croyance très forte, ça, mais moi, je pense. Ils veulent qu'on les aide à les soulager, mais ils ne croient pas qu'on va être capable de faire quelque chose nécessairement pour enlever complètement. Ça se peut. Mais c'est pas faux qu'on ne va pas l'enlever complètement, mais de là à ce qu'on ne soit pas capable de rien faire, non. Fait que, tu sais, comme, parce que en fait, ce cas-là, c'était en massothérapie, fait qu'il venait plus pour une détente, mais elle ne pensait pas que je pouvais l'aider pour son mal de dos. Fait que, mais oui, on peut aider à diminuer le mal de dos avec plein de façons, mais en douleur chronique, c'est rare qu'on va enlever complètement la douleur. Mais comme on a mentionné tantôt, là, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie, même si on a encore mal. Donc, se donner des objectifs aussi par patient, tu sais, de dire, bien, c'est peut-être pas d'enlever 100%, mais ce qu'on vous disiez tout à l'heure, là, toutes les deux, bien là, est-ce qu'on est capable de faire telle activité, d'aller jouer, donc de se donner certains objectifs. Quelque chose de concret aussi qui est important pour le patient que tu as devant tes yeux, tu sais, parce qu'il n'y en a pas un patient qui est pareil. Fait que c'est pour ça, dès la première évaluation, moi, j'ajuste les attentes. On demande les objectifs. C'est quoi votre objectif? Puis de nous donner, c'est ça, des objectifs là, personnels. Puis tout de suite, après, je vais dire, ça, c'est réalisable, ça ne l'est pas. Lui, il l'est. Puis là, on va focusser. Fait que là, ils ont quelque chose de concret là, comme objectif. Puis il faut le faire participer aussi. C'est aussi pour ça qu'on leur demande leurs objectifs précis. Parce qu'un patient qui ne s'implique pas dans ses soins, ça, c'est vrai, par exemple, qu'on ne l'aidera pas. OK. Donc, dans votre approche, il y a ça d'important aussi. Oui, il y a sa responsabilité, le patient, il y a quand même. Là. Bien, comme on expliquait tantôt, le cercle vicieux, le cercle vicieux de la douleur. Donc, un patient, quand on lui dit, il faut continuer, tu bouges. Oui, il faut sélectionner quelle activité tu fais, mais il faut bouger. C'est une activité qui est sécuritaire, qui ne te provoque pas trop de douleur, mais il faut bouger. Mais si le patient, il retourne chez eux puis il le fait pas... Oui, ça, c'est comme autre chose. C'est comme quelqu'un qui va pour une diète puis qui ne suit pas sa diète. Est-ce que vous êtes... l'alimentation, elle a une importance, là, ce que j'entends là, tantôt. Est-ce que vous êtes à même de dire aux gens, pas faire une diète, mais de dire, bon, ça, éviter ces aliments-là, éviter ces choses? J'imagine qu'il y a des aliments qui sont reconnus pour provoquer l'inflation. L'inflation. Ça aussi, il y a des aliments inflationnistes. C'est qui vivent de l'inflation. C'est ma soirée des lapsus. Mais... Andrea a développé un coffre à outils. Fait que quand les gens viennent chez nous là, en consultation douleur chronique, on va leur faire lire ce coffre-là avant qu'ils viennent en consultation chez nous, pour déjà qu'ils puissent comprendre l'impact de toutes ces choses-là, l'alimentation, bouger. Fait que quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà des petits trucs. Puis effectivement, au niveau alimentation, il va y avoir des trucs pour dire, bien, même au niveau de l'alcool, on devrait... Oui, sur le blanc, c'est moins pire, il y a moins de glucides à l'intérieur, qui est très pro-inflammatoire. Mais tu sais, juste pour nommer, mettons, ceux qu'on sait que c'est reconnu, puis c'est sûr que chaque patient est différent, mais quelqu'un qui fait tout correct, puis qui reste juste la partie... alimentation, par exemple, les gros titres, c'est évite les produits transformés. Ça, c'est sûr, c'est très pro-inflammatoire. Contenant du sucre, surtout. Sucre et gras, c'est le pire. Éviter les produits laitiers. Je regarde ça. Moi, j'adore le fromage, mais
dans les aliments. Faut le mesurer, en fait. C'est pas nécessairement de tout empêcher, de tout interdire. Non, c'est ça. Parce puis qu'on n'est pas plus avancé, là. Il ne faut pas être trop restrictif, parce que là, puis graduellement, puis peut-être une chose à la fois. Parce que si tu dis tout changer, là, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est prouvé, c'est pour les premières diètes. J'ai des gens, des fois, qui vont me parler parce qu'ils savent que je travaille en douleur chronique, puis on parle d'alimentation. Puis là, ben, je dis, est-ce que tu as essayé d'enlever les produits laitiers ou essayé d'enlever le gluten? Mais juste comme, il faut faire un mois sans produits laitiers, un mois sans gluten. C'est sûr que c'est pas que ces trucs-là vont pas aider tout le monde. Non. Mais j'ai des gens qui sont pas venus à la clinique parce que juste avec le changement alimentaire, c'était déjà suffisant. Non, ils ont éliminé, admettons, ils ont éliminé les produits laitiers. Eux-mêmes, ils l'ont fait. Puis, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas eu besoin de venir nous voir à la clinique. Lequel en premier vous suggérez de retirer? Le sucre ou le gras ou les produits laitiers? Parce que c'est toutes des affaires que j'aime, moi. En même temps, ça peut être aussi qu'est-ce qui est le plus facile. Parce que des fois, j'ai déjà conseillé d'arrêter le produit laitier, mais la personne était incapable de... C'est pas facile, des fois, de faire des changements. Fait que des fois, ben, de dire à la personne, tu sais, est-ce que tu es capable d'arrêter, mettons, le gluten ou les produits laitiers? Fait que ça va être plus facile d'arrêter ça en premier. Fait que des fois, si on va dans la même direction que le patient, ça va être plus facile d'adhérer à un changement que d'imposer quelque chose puis de dire, il faudrait que tu arrêtes ça, puis que le patient, finalement, il ne fait pas, puis ça ne tente pas. Fait qu'on, des fois, on va un peu aller dans une direction que ça va être... dans votre intervention. C'est individuel. C'est positif quand je dis ça, là. Oui. Stratégique, c'est pas... C'est un peu ça, la force de pouvoir faire ça quand tu as le temps de le faire. Donc, c'est un peu ça, malheureusement, tu sais, d'être dans le privé, mais dans le privé, c'est que tu peux prendre le temps, puis de comprendre, puis de personnaliser. Moi, je ferais juste une petite parenthèse, que ce que je leur dirais le plus, là, c'est les fritures. Les fritures, parce qu'en faisant justement toute la recherche de la littérature sur l'alimentation, les rencontres avec des diététistes, des nutritionnistes, ben oui, on se le fait dire souvent, là, arrête la fast-food, c'est pas bon. Mais tous les gras trans, ça passe à cause des gras trans. Mais pourquoi c'est pas bon? C'est que souvent, quand c'est cuit à très forte température, ben en fait, il endommage l'huile. L'huile et le légume. Exactement. Puis ça fait des dépôts. Quand on mange la nourriture après, c'est comme des toxines qui vont s'accumuler dans nos nerfs. Je peux bien croire que ça peut... C'est très complexe. Il y en a des spécifiques là, selon quel ingrédient, là. Mais quand moi j'ai lu ça, ça m'a sensibilisé encore plus, là, que juste dire « mange pas de fast-food ». Je me dis tout le temps que... Pourquoi? C'est le fun de savoir pourquoi. Oui, parce que souvent, ça suffit. C'est un choix éclairé. Oui, ben, ça dépend comment on est fait, mais moi, j'aime bien savoir le pourquoi du pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait des émissions comme ça. Parce qu'on vous le pourquoi du pourquoi. Mais moi, j'aimerais ça que vous nous parliez pourquoi vous avez parti cette clinique-là. Vous avez un bon métier, là, toutes les deux, là. Vous étiez dans le domaine public. Je sais que c'est une grande question, mais je trouve ça important parce que votre approche, pourquoi, en tout cas, je trouve que c'est important de le dire. Oui, ça peut peut-être générer des petits... des émotions. Des émotions. Ben, c'est correct. Oui, on ça, les émotions. Puis on les coupera pas au montage, parce qu'il n'y a pas de montage. Non, c'est ça. Mais tant mieux si ça génère ces émotions-là. Ils sont là, puis sont vrais, sont véritables, sont authentiques. Oui, puis ça démontre justement le pourquoi. On est en train de vous aider. Je sais pas si vous le réalisez. En parlant pour moi, après, je vais laisser Claudia aussi répondre, mais... Je savais que rapidement, tu sais, j'ai fait ma spécialisation en anesthésie, où ce qu'on a tendance à croire que c'est souvent, ben tu me piques puis tu pars. L'anesthésiste, ben c'est-tu un médecin? Oui, c'est un médecin. Puis l'anesthésie, ben c'est souvent nous qui est comme les spécialistes de la gestion de la douleur en milieu hospitalier, avec les soins palliatifs, mais c'est moins accessible. Donc, c'est nous qui est comme en charge là, de toute la gestion de la douleur à l'hôpital. Puis je me suis rapidement rendu compte que c'était quelque chose qui m'attirait vraiment beaucoup, parce que l'anesthésie, c'est bien beau, là, j'aimais mon travail, mais il me manquait une petite touche là, humaine, personnelle, de suivi avec mon patient. Oui, parce que ton patient, c'est ça, parce que quand vous intervenez, il n'y a pas le goût de jaser. Non, c'est ça. La relation, aussi, il peut s'endormir plus vite. Mais c'est ça, ma seule valeur, ben, j'avais beaucoup de valorisation, mais ma valorisation quand mon patient sortait de la salle d'opération, puis il levait les mains comme ça, sa civière,
moi, ça me voulait dire qu'il est bien, il n'y a pas de douleur. Puis là, yes, je suis content. Puis après, ben là, je laisse, puis je passe au suivant, mais après, je prends pas soin de lui, je parle pas à son réveil. La relation se développe pas. Non, c'est ça, exactement. Donc, rapidement, j'ai fait beaucoup de la gestion de la douleur chronique. Je me suis spécialisée là-dedans. Donc, beaucoup d'années, je faisais les deux en même temps, anesthésiste en soins, en salle d'opération, plus à la clinique de douleur. Mais souvent, au Québec, la clinique de douleur n'est pas nécessairement priorisée. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est très rare, il y en a, mais c'est très rare de médecins spécialistes en douleur que sa job principale à l'hôpital, c'est d'être à la clinique de douleur. Souvent, il y a d'autres rôles, il y a des gardes ailleurs, des gardes de 24, 72 heures. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est dédié à ça uniquement. Non, c'est ça, exactement. Il peut y avoir des chefs qui est en charge, mais il ne fait pas que ça. Il va faire d'autres choses à travers. Puis, bref, avant que je fasse le pas vers le privé puis que j'aille vers une clinique de douleur externe, j'ai eu des enjeux de problèmes de santé. Puis, j'étais plus capable, en fait, d'accomplir mon rôle de garde hospitalière. Mais comme spécialiste, ben tu peux pas rester à l'hôpital si tu fais pas tous tes rôles associés à ton poste que tu as eu. Donc, dans ce contexte-là, j'avais eu des collègues là, vraiment géniales en me disant « mais non, mais attends, on va arranger, on a besoin de gens en clinique de douleur, on va s'arranger pour que tu puisses faire de la clinique de douleur, mais à temps plein, mais à l'hôpital, dans une clinique de la gestion de la douleur. » Donc, j'étais « ah oui, ça serait parfait, etc. » Bien, au bout d'un an, ça n'a toujours pas fonctionné. Je me faisais promener du DSP à la RAMQ, au DSP, au chef de clinique de douleur. C'était complexe sur le plan administratif. Exactement. Ça fonctionnait pas bien. Lançait la balle. Fait que là, moi, à bout de souffle, j'ai pas pu. Je pouvais plus. En fait, moi, si je suis pas en santé, je peux pas aider les gens non plus. Donc, pour ces raisons-là, malheureusement, j'ai dû me retirer là, du milieu public, mais c'était à contre-cœur. Donc, maintenant, j'essaie vraiment de mon mieux d'aider. Donc, je me dis, bon, maintenant, c'est totalement à mon choix. J'ai pas un horaire de « tu dois voir les patients aux 15 minutes » parce qu'il y a ça aussi là, dans le milieu hospitalier. Là, il y en a beaucoup, les gens, il y a des listes d'attente, on go. Mais personnellement, je trouve que des fois, ça fait que ça devient des cliniques de piqûres et non plus des cliniques de prise en charge, d'évaluation. Donc, les soins au bout de la ligne sont moins bons, à mon avis. Les patients vont reconsulter plus souvent. Ils vont, fait que je pense pas que c'est mieux. Tu peux y aller en fonction de tes valeurs, ta propre philosophie Exactement. Donc, maintenant, c'est un peu pour ça le coffre à outils. C'est que j'arrivais jamais à fitter dans mon temps. Puis il faut, parce que, il y en a un autre, le suivant, je veux pas être en retard, je veux pas faire patienter les patients. Il faut qu'ils soient patients. Ils sont déjà très patients. C'est intéressant, là, dans le fond, ta réponse, mais la question de Vicky, en ce sens que, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il peut y avoir bien des gens. Moi, la première, je te l'avais dit d'ailleurs lors de l'entrevue, que quand on pense à la clinique privée, on dit, bon, les gens sont là pour faire de l'argent encore plus. Puis c'est pas ça, c'est pas nécessairement ça. Là, il y a une émotion, là. Oui, il y a l'émotion. Oui. Là, est-ce que vous la prenez? Gros spot sur... mais c'est ça, c'est dans le fond, je trouve que c'est important, on voulait quand même le préciser, parce que quand on t'a rencontré en pré-entrevue, après, on s'est parlé, Vicky et moi, puis ça nous a vraiment touchés, puis on a vraiment aimé l'approche, puis on s'est dit, nous autres, c'est ça aussi qu'on veut, on veut des gens, que peu importe leur domaine, leur sphère d'activité, des gens qui sont engagés, puis qui sont là pour la bonne cause, pour les bonnes raisons, puis c'est vraiment ça qu'on a ressenti. Puis en te voyant réagir comme ça, je pense Oui, mais c'est sûr que, étant payeur, tu payes tes taxes, fait que je peux croire que moi, dans mon monde idéal, il n'y a pas personne, aucun patient qui devrait payer pour ses soins quand il les paye déjà ailleurs. Là. Mais c'est sûr qu'en tant qu'on voit un patient, mais les attentes sont plus élevées, puis c'est correct aussi, parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même, de vouloir tout couvrir, que ce soit l'évaluation, le plan de traitement, mais aussi de parler de l'alimentation, puis l'activité physique, puis là, le sommeil, puis là j'arrivais plus là, à tout gérer ça en même temps. Puis toi, Claudia, c'est un peu dans cette même veine-là, un peu dans le même esprit que tu t'es joint à la clinique, ou est-ce que vous vous connaissiez avant?
On s'est connus là, à travers la clinique Nature Médic. OK. Je venais de finir mon cours à l'université, là, de la gestion de la douleur. Puis, on m'a proposé là, un poste à la clinique. Puis, comme le cannabis médical, moi, je connaissais pas vraiment ça, mais j'avais lu le livre là, de Véronique Lett. Puis, je m'intéressais beaucoup à ce phénomène-là. Fait que ça m'avait vite intéressée. Fait que j'ai appris beaucoup sur le cannabis médical à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai rencontré Dr. Bosniaga. Justement, ça fait plusieurs fois qu'on souligne le cannabis médical. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Parce que là, je crois savoir que il y a plusieurs types de traitements là, pour réduire la douleur chronique. Oui. On a parlé de sommeil, d'alimentation, on a parlé de massage. Bon, Moi, il y a autre chose. Je voulais conter une anecdote parce que, en fait, quand j'étais massothérapeute, les gens venaient me voir puis ils me disaient moi j'ai eu un épidural mais ça n'a pas marché, j'ai eu un bloc facétaire, ça n'a pas marché. Fait que quand j'ai fait mon cours de gestion de douleur à l'université, j'ai pas écouté le cours de l'anesthésie, j'ai essayé de lire mes notes pour faire l'examen, je l'ai passé à 60. C'était comme une partie. Ah ouais, ça je savais pas. Je l'ai revisé quand j'ai recommencé à travailler avec toi. Mais moi, c'était comme si c'était un traitement qui fonctionnait pas. Fait que j'avais mis de côté. Fait que, tu sais, je crois beaucoup à physio, ostéopathie, l'acupuncture. Il y a plein de moyens. On est deux. Oui, je suis infirmière, médecin, mais on croit beaucoup à tout. Vous venez du monde médical. Oui, là, mais on va référer en hypnose, on va référer dans... Vous intégrez tout ça. C'est une approche holistique. Là, oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Holistique, fait que c'est important là, pour nous. Puis quand j'ai commencé à travailler avec Dr. Bosniaga, ben c'est moi qui fais les suivis parce qu'on va toujours faire un suivi post-infiltration. Fait que 3 semaines après, moi, je rappelle les patients pour voir comment ça va. Puis je vous dirais qu'on a 80% de réussite dans nos traitements. Puis, en fait, j'ai réalisé que Andrea prend vraiment le temps d'analyser le dossier, de regarder les résultats d'examen, de voir la douleur, d'évaluer la douleur. Puis elle va dire, mais votre médecin a peut-être prescrit ça, mais ça serait peut-être mieux de faire telle chose. Elle va l'expliquer. Des fois, elle va demander l'avis de l'autre médecin en disant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ferais ça. Fait qu'on va toujours faire un traitement qui est approprié dans la condition du patient. Puis ça améliore beaucoup là, la réussite de nos traitements. Je reviens sur le cannabis médical parce que je vois que le temps file, puis c'est un élément important. Vous l'avez nommé à plusieurs reprises, puis je suis certaine que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent se posent des questions là-dessus. On le sait, on va rassurer les gens, c'est totalement légal, évidemment. Oui. Tant plus que si les gens peuvent encore consommer puis que le gouvernement a ouvert des SQDC, c'est bien ça, là, je me trompe pas. Mais c'est depuis beaucoup plus longtemps. Oui, mais le cannabis médical, c'est avant. 2001, oui. Bon, est-ce que, justement, j'imagine que c'est pas prescrit à tout le monde. C'est quoi l'effet bénéfique? Comment ça se passe? Et une autre question, y a-t-il des dangers? Y a-t-il un danger que les gens deviennent, entre guillemets, accros à ça? Là, je suis certaine qu'il y en a qui peuvent se poser ces questions-là. Veux-tu parler de, mettons, pourquoi qu'on le prescrit, puis je vais répondre à la dépendance? Oui. Bien, dans le fond, les principales raisons, là, ça va être la douleur chronique, mais on a aussi l'anxiété. Donc, le CBD, il y a un effet anxiolytique. Après, on les douleurs neurologiques, on va introduire le THC. Par infiltration? Non. C'est comprimé? C'est des comprimés. On donne des conférences sur le cannabis médical, puis on pose des questions aux gens. Puis, parce que vous nous demandiez là, si les gens avaient peur de prendre le cannabis maintenant. Puis, de moins en moins, parce que c'est de plus en plus connu que le cannabis est sécuritaire. Puis quand on demande aux gens, pensez-vous que vous allez devoir fumer si on vous prescrit le cannabis médical? Mais maintenant, tout le monde répond non, on le sait qu'on n'a pas besoin de fumer. Fait mais il y a 3-4 ans, là, j'avais moitié-moitié dans la salle. Au fur et à mesure qu'on donne les conférences, on voit que les gens ont de plus en plus de connaissances générales sur le cannabis, mais il reste encore beaucoup de mythes et de tabous là, à défaire. De quelle façon ça agit sur la douleur? Qu'est-ce qui fait que c'est... C'est-tu le traitement ultime que vous donnez, ça? C'est-tu la dernière étape ou ça dépend de la maladie ou de la problématique? C'est sûr que, tu sais, si on regardait, mettons,
tous nos patients qu'on suit à la clinique, là, lesquels prennent du cannabis, lesquels qui n'en prennent pas. On est un peu biaisé encore parce que c'est une spécialité où, à part santé cannabis, où que les délais sont longs, l'accès peut être difficile. Il y a très peu de spécialistes encore dans le domaine, mais j'espère que ça va s'améliorer avec la venue des lignes directrices canadiennes. Souvent un peu comme sur la haute pression, diabète, pour guider les médecins de famille dans les traitements. Bien, il y en a un qui est sorti enfin là, officiellement là, sur la cannabis médicale. Donc, j'espère que justement, ça va défaire encore plus de mythes. Je me souviens plus ce que je m'en allais avec ça. Et moi, je demandais, c'est le traitement de dernier recours. Oui. Est-ce que ça s'applique pour tout type de douleur ou plus neurologique ou plus En fait, la beauté du cannabis médical, c'est que le traitement actif, c'est les cannabinoïdes. Donc, puis ça, c'est extrait, en fait, c'est des huiles, des cannabinoïdes sont extraits de la plante, puis sont dilués dans de l'huile. Fait que là, après, ils vont faire des produits transformés, que ce soit de l'huile, des gélules, des chocolats, des thés, des crèmes là, topiques pour la douleur. Puis pour répondre à la question, est-ce que ça marche pour tout type de douleur? La réponse est oui, parce qu'il y a des dizaines de cannabinoïdes qui existent, puis chacun fait des rôles différents. Comme le CBD, lui, c'est ça, il est anxiolytique, mais il est anti-inflammatoire, mais sans jouer sur l'estomac, le rein, comme les anti-inflammatoires en magasin. Donc, puis c'est sécuritaire. Puis le CBD, le CBN ou le THC, bien, c'est lui qui va jouer sur la gestion de la douleur neurologique, sur le sommeil. Donc, dépendamment du cannabinoïde, on va aller chercher une différente source de douleur. Ce qui est vraiment plaisant avec le cannabis, c'est que souvent, les patients en douleur chronique, on a dit, ne dorment pas bien. Il y a des problématiques de sommeil. Fait qu'on va être capable d'aider le sommeil en même temps. Ça a un effet relaxant? C'est un relaxant musculaire aussi. Relaxant musculaire. Donc, tu sais, c'est sûr que ça remplace comme 3-4 pilules. Fait que, c'est un peu ça que... avec beaucoup moins ou pas d'effets secondaires. C'est ça, j'allais demander, y a-t-il des effets secondaires? Pas beaucoup. Vraiment, souvent, ça va être les nausées, parce que le fait que c'est pris en huile, il y en a qui n'aiment pas vraiment le goût, la texture. Fait que c'est l'effet secondaire le plus reporté là, de la nausée. Fait que dans ce temps-là, on va changer pour les gélules. On va donner un produit transformé. C'est quand même assez abordable là, pour les patients. Là. C'est un peu une révélation dans les dernières années là, en médecine, le cannabis. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe. C'est parce qu'on l'a transformé différemment. On a réussi à exploiter ces différentes... Exact. Parce qu'avant, il y avait... Tu sais, quand on disait « Ah, ben il n'y a pas de preuves. Ah, ben c'est trop confus. » Mais c'est parce qu'ils mêlaient des études avec des huiles, avec du séché, avec du... Mais inhalé, là, c'est non, là, ça ne fonctionne pas de toute façon. Ce qui fonctionne, c'est quand il est pris régulier. Parce que, dans le fond, ce qu'il va faire... Nous-mêmes, on en produit des cannabinoïdes. Oui, dans notre corps. Oui, c'est ça. On appelle des endocannabinoïdes. Puis la plante de cannabis, c'est des phytocannabinoïdes. Puis c'est ceux qui ressemblent le plus à ce que notre organisme produit. Donc, c'est pour ça qu'on le tolère si bien avec très peu d'effets secondaires. Puis pourquoi que là, maintenant, là, on en parle de plus en plus, c'est qu'avec l'extraction des cannabinoïdes, ça l'a permis des études avec, bien là, je sais que c'est du CBD, je sais que c'est tant de milligrammes. Avec le séché, tu peux pas faire ça. On est allé voir les propriétés là, de chaque exactement, élément de la plante. Fait que c'est comme ça que... Avant, quand ça commençait, on utilisait le CBD à toutes les sauces, là, un peu. J'ai déjà interviewé ça, parce que là, on le connaissait pas beaucoup, mais rapidement, on peut voir le CBD va fonctionner pour de l'arthrose, mais il va pas fonctionner pour une douleur neurologique. Parce que ça a vraiment agi sur les muscles, sur les os, mais pas sur le système nerveux. C'est d'ailleurs pour ça que le CBD n'a aucun effet cognitif, là. Le buzz ou être étourdi. Les gens peuvent prendre leur CBD le matin, là, sans problème. On peut conduire, il n'y a aucun problème. Il y a des massages qui se font aussi, des massages canatopiques, ça se fait. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Oui. On peut utiliser des huiles, dans le fond, pour masser, mais on va masser la zone douloureuse. Fait on ne va pas s'enduire. Tu files vraiment bien. Mais en fait, il n'y a pas d'effet. Même si on mettrait du THC en application locale, il n'y a pas de buzz. Non, mais sans avoir de buzz, tu ne sens plus la douleur du tout sur ton corps en sortant du massage. C'est bien ça. Oui, ça, c'est une belle détente, effectivement. Moi, ce que j'avais entendu avec ces massages-là, mais c'est toi qui masses, hein, c'est que mettons, toi, dans l'expérience que tu as eue dernièrement, moi, ce que j'ai entendu, c'est que, mettons, tu étais capable d'aller chercher la relaxation musculaire plus rapide puis plus profonde. Mais, l'as-tu vu? Ça va être en fonction de chaque personne. Hein? Oui.
Il y en a qui ont une meilleure capacité à se détendre et à se laisser aller, peut-être, aussi. Ça joue un petit peu, j'imagine? Oui, ça peut être... Mais en général... on fait un mix de plein de choses, là, que ce soit la chaleur, faire respirer. Encore là, on va utiliser beaucoup de choses, mais puis de massage en massage, la confiance, il y a plein de choses qui s'installent, mais il y a plein de facteurs de masser... en fait, les gens sont souvent surpris que le cannabis agit vraiment bien en topique pour la douleur. Intéressant. Avant que ça s'achève, là, il y a encore... Comment? J'ai pas répondu sur la dépendance. Sur la dépendance, oui. Donc, non, ça n'en crée pas. Okay. Qu'est-ce qui crée de la dépendance? C'est quelque chose que quand on arrête, puis notre corps en veut, il en veut, il réagit, il en veut. Puis c'est quelque chose qui agit vite, puis qui procure du plaisir. Mais nous autres, quand on n'est pas là. On n'est pas là avec ça. Non, c'est plate. Mais non, c'est mieux quand même. On veut pas. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui créent des dépendances aussi. Mais pas le cannabis. Mais pas le cannabis. Très intéressant. Tu as bien fait de spécifier ça. Mais c'est sûr qu'inhaler le THC, par exemple, ça, ça peut créer parce que ça agit vite, puis c'est euphorisant. Fait que c'est un autre, le récréatif, oui. Ça peut créer de la dépendance. Je suis certaine qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont un petit peu réfractaires à ça. Oui, puis je pense que c'est normal aussi parce que, bon, historiquement, la connaissance n'était pas là aussi. Non, c'est ça. Donc, merci de nous éclairer là-dessus. C'est vraiment intéressant. Et j'aimerais, parce que le temps achève, mais vous nous avez dit tout à l'heure, parce que, bon, vous avez une clinique privée, vous êtes donc à Magog. C'est possible pour l'ensemble du Québec de vous rejoindre quand même, parce qu'il y a, il y a des rencontres évidemment en personne, mais il y a aussi des possibilités de suivi à distance. Oui, donc ça, c'est bien. Quelqu'un qui veut avoir de l'information sur le cannabis puis faire la consultation au cannabis médical, on fait tout par téléphone. OK. Donc ça, c'est bien parce que c'est accessible. Effectivement. Toujours au choix du patient, mais souvent, justement, un patient qui habite à 3 heures de route, doit faire 3 heures on a des patients de partout. Ça peut augmenter la douleur beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui est faisable, bien, on va parce que j'imagine qu'il y a certains états d'aide qui fait que c'est pas possible à distance, je présume. Et dans certains cas, il faut voir le patient, je présume. Exactement. C'est sûr que tout problème qui a besoin d'un examen physique. Donc ça, non, ça peut pas être fait à distance. Là. Fait que c'est sûr que quelqu'un veut une consultation en douleur pour son mal de dos. Ça va être difficile. Il faut faire une rencontre physique. Mais on a des gens de Montréal qui viennent. C'est quand même accessible. Il y a du transport, on peut y aller avec un ami, on peut t'accompagner. C'est tellement beau, Magog. C'est tellement beau. J'en ai du Nouveau-Brunswick. Oui, quand on a mal depuis longtemps, j'imagine qu'une journée de taux, ça peut faire la différence dans notre vie. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante, un côté plus sur l'accessibilité. Vous voulez faire une campagne de sociofinancement, parce qu'évidemment, il y a des coûts reliés à donc peut-être que c'est pas tout le monde, mais en même temps, vous avez toutes les classes de la société là, qui sont chez vous, qui sont différentes clientèles. Mais vous voulez quand même aider aussi les gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Donc, le sociofinancement, voulez-vous nous en parler un peu? Vous voulez lancer ça bientôt, là? Oui. Maintenant que c'est du public même, il va falloir que mais c'est sûr qu'on a des gens on voit qui n'ont pas les moyens. Des fois, il y a la clinique médicale en haut de chez nous qui voudrait nous référer des patients, mais qui n'ont pas les sous. Fait on s'est dit qu'en faisant une campagne de sociofinancement, bien, on serait peut-être capable d'aller offrir des consultations ou des soins à ces gens-là. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Là, donc, ça va être sur votre site web, ça? Avez-vous une page Facebook ou comment vous fonctionnez? C'est une très bonne question. Donc, nous avons commencé des médias. Nous avons commencé les médias sociaux, mais notre équipe était beaucoup plus grande au début. Puis là, pour des raisons XYZ, on n'est pas beaucoup. Donc, malheureusement, on a comme une petite pause sur les médias sociaux. Mais oui, on est là. Douleur Médic, on est sur Instagram, puis Facebook, puis on a notre site Internet. Puis, effectivement, là, on est en train de travailler là, avec, justement, le projet La Ruche pour monter tout ça. Puis, c'est pas un GoFundMe, là. Donc, c'est très élaboré. Donc, quand on fait des projets de sociofinancement, il faut offrir quelque chose en contrepartie. Donc, on est tout en train de... Est-ce qu'on peut nommer la plateforme? Parce que s'il y a des gens... Parce qu'il
qu'il en existe plusieurs plateformes. C'est la Ruche. Oui, à la Ruche. Oui, la Ruche, oui, c'est ça. Donc, on a déjà parcouru beaucoup d'étapes. Il en existe beaucoup, là, comme ça, les gens, s'il y en a que ça les interpelle, bien, éventuellement, c'est pas en cours présentement, il faut le préciser, mais c'est éventuellement. Non, mais au printemps. Au printemps. C'est prévu comme pour le printemps. Là. OK, printemps 2025. 2025, pour que ça soit prêt. OK. On partagera ça au printemps sur notre Facebook. Oui, puis moi, je voudrais demander, là, avant de conclure, est-ce que ce serait quoi, ça c'est une question pas facile, là, 100 000 mais ce serait quoi, quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques, là, de grosses douleurs, ce serait quoi la principale recommandation ou conseil que vous pourriez donner à ces personnes-là? Je suis consciente qu'il y a différentes situations, là, mais... Bien, déjà, croire qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc, puis, des fois, on va se faire dire par un thérapeute qu'il n'y a rien à faire, mais on peut aller voir quelqu'un d'autre pour avoir une autre opinion, un autre avis. Okay. Fait que déjà, de savoir qu'il y a des possibilités, de croire qu'il y a des possibilités, bien là, on ouvre des portes. Fait qu'on peut aller voir un physio ou un médecin, puis on peut aller voir différents thérapeutes pour dire, bien, vers où? Ou aller sur un site, il y a la Société québécoise de douleurs chroniques. Okay. Il y a beaucoup d'informations sur ce site-là. Donc, c'est de vraiment s'informer, puis ouvrir des portes, à poser des questions, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis pas s'arrêter juste aux premières opinions de dire, bien, il n'y a plus rien à faire. Ouais, de ne pas banaliser, puis être proactif aussi. Là, dans votre consultation, une fois qu'on a consulté avec vous, qu'on a fait... On a trouvé des traitements, bien, c'est pas nécessairement à vie, là. Donc, il y a possibilité après ça de revenir faire son médecin, de travailler avec le pharmacien. Des fois, ça peut faire peur, parce que comme chez nous, on a des traitements de kétamine, on fait des perfusions ou des traitements avec la kétamine, fait que le mot kétamine peut faire peur, mais dans le fond, on va éduquer le patient, on va expliquer, puis dans le fond, c'est pas quelque chose qui va être fait de façon répétitive, fait qu'on va vraiment le faire pour aider les patients. Puis après ça, bien, ils vont prendre... Quand la douleur diminue, ils vont être capables de se prendre en charge sur autre chose. Parce que si on demande à quelqu'un de faire ses exercices puis qu'il y a trop de douleur, bien, possiblement qu'il ne sera pas capable. Fait que si on est capable de diminuer la douleur puis que le patient est capable de se prendre en charge après, bien, après, il y a moins besoin de nous. Donc ça, c'est notre objectif, c'est qu'on soit capable de voir le plus de patients possible. C'est pouvoir, mettons, donner toutes mes opinions d'experts avec des plans A, B, C, D, E, F, parce que souvent, ils pensent qu'il y en a juste un. Non, il y en a des dizaines. Puis, idéalement, dans mon monde idéal, c'est qu'ils viennent me voir, je confirme le diagnostic, peut-être je précise le diagnostic des fois. Des fois, je fais le plan de traitement. Puis, dans un monde idéal, j'aime ça qu'ils retournent voir son médecin de famille, qu'avec mes recommandations en main. Bien, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, je pèse mes mots. C'est pour ça que je dis, dans mon monde idéal. Mais moi, ce que je retiens, puis je pense que les gens, là, c'est il y a de l'espoir, il y a quelque chose à faire. Vraiment. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, vraiment. Synchronicité. Alors, je te laisse le mot de la fin. Oui, bien, merci. Écoute, comme on l'a dit, ça passe vite, hein? Oui. Ça passe vite, ça. On s'est déjà terminé. Alors, merci vraiment, Andrea. Vraiment, Claudia également. Ça a été vraiment un charme de vous entendre et on a appris beaucoup, nous aussi. Oui, vraiment, là. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre, mais on a encore appris plein de choses ce soir. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour tous ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. Donc, en terminant, nous invitons à communiquer les commentaires. Si vous avez des commentaires, des suggestions, on a un site Internet et on a bien sûr un courriel info@commercialdesfemmescommevous.ca et on vous invite aussi à visiter notre page Facebook. C'est sûr que c'est pour nous important que vous aimiez notre page Facebook, donc on vous invite à le faire. Merci à notre technicien Martin Dubé, aux Radieuses Magazine ainsi qu'à Nous TV pour leur précieuse collaboration. Et puis, bien, vous savez que le balado podcast, c'est la même chose, est diffusé sur Nous TV et puis, bien sûr, sur les plateformes Spotify et puis YouTube. YouTube. Donc, à regarder, à écouter et sur les Radieuses Magazine. Voilà, vous avez tout. Et là, vous savez on tout. vous dit à la prochaine.